La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté qu'Israël veut attaquer l'Iran, même si les États-Unis décident de ne pas coopérer ou de ne pas y prendre part. À quel point est-ce sérieux? Et comment percevez-vous l'atmosphère avec l'administration Trump? Vont-ils reprendre la guerre? Ou bien vont-ils peut-être donner le feu vert à une attaque israélienne avant de rejoindre Israël? Eh bien, ce que j'entends de la part de mes amis dans l'armée, c'est qu'ils s'attendent à une nouvelle vague d'attaques, peut-être cette semaine. Maintenant, s'attendre à quelque chose, c'est une chose. Est-ce qu'ils le feront vraiment? Qui sait? Mais il y a eu des évolutions surprenantes au cours des dernières 24 heures. Israël rejetant fermement, en disant carrément à Trump d'aller se faire voir, son accord de paix négocié pour Gaza. Je ne pense pas que Trump va bien le prendre. Regardez, quand Trump se retourne contre des gens comme Tucker Carlson et Candace Owens parce qu'il les considère comme déloyaux ou parce qu'il n'accepte pas ce qu'il veut, je pense qu'il réservera le même traitement à Bibi Netanyahou. Et donc je pense que les Israéliens ont vraiment commis une erreur. Et je suis sûr que c'est fait pour des raisons politiques, de politique intérieure. Oh, il n'y aura jamais d'État palestinien. Nous n'accepterons jamais ça. Trump peut toujours aller se faire voir. Eh bien, vous savez, ça renforce l'idée que Trump n'est qu'une petite chienne, qui doit faire ce que Bibi Netanyahou lui dit. Et je ne pense pas que Trump aime être perçu comme ça. Il préfère qu'on le voie comme celui qui explique à Bibi ce qu'il en est. Donc, vous savez, d'un côté, ils envisagent de nouvelles attaques contre l'Iran. Mais apparemment, le général Kane, le chef d'état-major interarmé, qui est le principal conseiller militaire de Donald Trump, a dit que de nouvelles attaques ne feraient que nous affaiblir, pas nous renforcer, et qu'elles ne forceraient probablement pas les Iraniens à changer. Le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, semble, d'après ce qui a été rapporté, partager à certains égards le point de vue de Kane. Mais ils ont aussi présenté une sorte de plan sur 20 jours pour bombarder l'Iran à outrance, en théorie, même s'ils disposeront de moins de munitions qu'au cours des 42 premiers jours de la guerre. Il se peut qu'ils tentent le coup une fois de plus, en se disant que tout ce qu'il reste à faire, c'est d'exercer davantage de pression militaire et que l'Iran cédera. Puis, quand ils le feront, et que l'Iran ripostera massivement contre Israël et contre d'autres bases américaines en Jordanie, je pense qu'ils se diront « Oups, c'était une erreur ». Et si Israël attaquait l'Iran sans les États-Unis? Je ne vois pas comment ils pourraient le faire, parce qu'ils auront besoin d'avions ravitailleurs américains, et ils devront obtenir la coopération des Saoudiens pour survoler le territoire saoudien. Je ne sais pas, les Saoudiens pourraient, à la rigueur, céder à la pression américaine, mais ils ne permettront pas à Israël de faire ça. Donc, je pense qu'Israël raconte un peu n'importe quoi sur ce sujet. Le nouvel accord, le nouveau partenariat militaire, je dirais, ou la nouvelle coopération militaire avec la Turquie et le Pakistan, vont-ils discuter avec l'Arabie saoudite de l'utilisation de son espace aérien? Parce qu'une partie de la question, c'est de savoir comment ils vont gérer leurs difficultés dans la région. Je parle de l'Arabie saoudite. Comment vont-ils gérer le pays au regard des conflits en cours avec l'Irak, avec le Yémen? Et là, vous avez mentionné l'Arabie saoudite. Israël a besoin de l'espace aérien saoudien pour attaquer l'Iran. Comment voyez-vous la réaction de ces deux pays? Eh bien d'abord, ils ont signé cet accord. Et depuis qu'ils l'ont signé, les Houthis et les Hashd al-Sha'abi
ont lancé des attaques à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Qu'ont fait ou dit la Turquie et le Pakistan à ce sujet? Je ne pense même pas qu'il y ait eu une condamnation des Houthis ou des Irakiens. Vous savez, la milice irakienne, les Hashd al-Sha'bi. Je ne pense ni que la Turquie, ni que le Pakistan aient dit quoi que ce soit là-dessus. Pourtant, l'accord dit ostensiblement qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Or, l'un d'entre eux a été attaqué et les autres n'ont pas réagi comme s'il s'agissait d'une attaque contre eux. Larry, comment comprenez-vous ce retour de Donald Trump à la guerre, comme vous l'avez évoqué? De quoi s'agit-il exactement concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz? Parce qu'après tout, toute l'opération porte désormais sur le détroit d'Ormuz. Plus personne ne parle du programme nucléaire, ni de quoi que ce soit d'autre. Et ce que j'ai vu aujourd'hui chez les démocrates, en gros, presque tous, pas tous, c'est qu'ils disent que la guerre est perdue. Nous savons que c'était une défaite, mais il faut partir le plus vite possible. Cela ne semble pas être la position des républicains. Et vous, comment le comprenez-vous? Eh bien, les républicains, ou disons le Parti républicain, en y incluant la base MAGA, sont divisés. Il y a donc aujourd'hui une véritable fracture, et elle ne sera pas résolue rapidement. C'est un point de conflit que j'ai comparé, et j'ai l'intention d'écrire plus longuement là-dessus, à la scission qui s'est produite dans le parti dont est né le Parti républicain en 1854. En 1854, le parti dominant, c'était les Whigs. La question, à l'époque, c'était l'esclavage. Allait-on permettre que certaines régions des États-Unis, qui n'étaient pas alors des États esclavagistes, le deviennent ou non? Et cela a créé une véritable fissure, une véritable division. Eh bien, la division qui émerge au sein de la base MAGA oppose ceux qui veulent se soumettre à Israël. Et ceux qui disent non, il faut mettre l'Amérique d'abord, pas Israël d'abord. Donc c'est un vrai problème. Désolé, mon chien entend quelque chose, il devient fou. Donc il y a un risque que ça provoque une véritable scission au sein de tout le Parti républicain. Et ce genre de division va affaiblir les républicains à l'approche des élections de l'automne. Il y a donc aussi un nombre important de républicains qui sont « oui ». Vous savez, je crois qu'on en a parlé hier. J'ai mentionné Mark McCloskey, il est installé dans le Missouri. Sa femme s'est fait connaître pendant les manifestations de Black Lives Matter. Ils étaient à Saint-Louis. Il y avait un groupe de ces gens de Black Lives Matter qui essayaient d'entrer dans la cour de leur maison et ils se tenaient dehors avec des armes. Mais il avait été le directeur de campagne de Trump et il était chargé de faire campagne pour Trump en Pennsylvanie lors de l'élection de 2016. Donc c'était un véritable soutien de Trump, et pas à moitié, plus maintenant. Et tout ça vient du fait que Trump abandonne l'America First pour mettre l'Amérique au second plan quand il s'agit d'Israël. Donc cette tension existe. Et c'est un autre facteur qui entre en jeu ici et qui pourrait faire hésiter Trump. Vous savez, même s'il y a un courant, vous savez, il subit beaucoup de pression de la part de gens qui ont encore accès à lui, comme le général Jack Keane à la retraite et le général Fruit Loops ou Keith Kellogg. Donc vous savez, il est bien entouré. Et puis Miriam Adelson lui dit, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas tous les laisser s'en tirer. Il faut poursuivre la campagne militaire. Mais là, vous savez, il reçoit les conseils du général Keane, président des chefs d'état-major interarmés, qui lui dit non, 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 on ne peut pas. À ce stade, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Tout effort militaire supplémentaire de ce type va simplement nous affaiblir, pas les affaiblir eux, nous affaiblir nous. Vous savez, on va finir par perdre, par céder des armes que nous n'avons pas les moyens de remplacer. Ou, si nous essayons de les remplacer,
Il faudra 4 à 5 ans avant qu'elle le soit. Il n'y a donc pas de voie militaire évidente pour aller de l'avant. Dans l'ensemble, ce serait très négatif et très dommageable pour les États-Unis. Cela dit, ça ne veut pas dire que Trump fera ce qui est rationnel, parce qu'il a fait des choses assez irrationnelles ces derniers temps. Qui soutient des gens comme Keith Kellogg, le général Keith Kellogg? Parce que, vous vous souvenez, quand Donald Trump a décidé d'en faire son envoyé en Ukraine, et maintenant, en Asie occidentale, chaque fois qu'ils veulent parler de la guerre, dire quelque chose sur la guerre, Keith Kellogg fait partie des rares personnes que Fox News invite à l'antenne pour parler de la guerre et de la manière de la gérer. Qui sont ces gens? Sont-ils soutenus par le complexe militaro-industriel? Ont-ils des liens avec lui? Ou bien reçoivent-ils, d'une manière ou d'une autre, le soutien des partis politiques? Oui, on fait comme un chant de pom-pom girls. Donnez-moi un I, donnez-moi un S, donnez-moi un R, donnez-moi un A. Donnez-moi un E, donnez-moi un L. Qu'est-ce que ça donne, Israël? Oui, c'est Israël qui finance ça, par l'intermédiaire de l'American Israeli Public Affairs Committee. Et le vrai problème, c'est que leur loyauté ne va pas à l'Amérique. Leur loyauté va à Israël. Donc, dans cette mesure, ils servent les intérêts d'Israël en affirmant que c'est la seule voie viable pour les États-Unis. Vous savez, c'est une vision assez à court terme. Mais c'est ça. Les Israéliens essayent d'acheter, ils ont acheté ces influenceurs. Sauf que ces influenceurs se heurtent à la réalité. L'Amérique n'a pas les armes qu'elle pensait avoir autrefois. Israel Today affirme que Stanislav Krapivnik, pour ceux qui ne le connaissent pas, a déclaré que le Mossad est impliqué jusqu'au cou en Ukraine. Il a dit qu'ils y sont très impliqués. Que veulent-ils en Ukraine? Je parle des Israéliens. Vous avez ce nombre important de Juifs ukrainiens qui détestaient l'Union soviétique, qui continuent de détester la Russie, et qui attribuent à la Russie la même chose, vous savez, en traitant la Russie comme si c'était l'Union soviétique. Ce n'est pas le cas. Mais vous savez, la véritable ironie, c'est qu'Israël est là, dont la fondation reposait sur l'Holocauste. Nous ne devons plus jamais laisser cela se reproduire. L'Holocauste a été perpétré par les nazis. C'est le Parti national-socialiste d'Allemagne qui l'a commis. Et donc, en théorie, les Israéliens disaient « plus jamais ça ». Et pourtant, ils se sont alignés sur les nazis, ce qui, à mes yeux, discrédite tous leurs arguments sur l'Holocauste. Il faut empêcher cela. Cela ne doit plus jamais arriver. Donc nous allons nous aligner sur les héritiers idéologiques même du mouvement qui a essayé de nous exterminer. C'est insensé. Et une partie de la réticence de Poutine et de la Russie vient du fait qu'une grande part, je dirais plus de 30%, peut-être autant, des gens en Israël détiennent un passeport russe. Il y a donc encore un certain nombre de Russes, mais des Russes qui détestent Poutine. Jay, même en détestant Poutine, et vous savez, en essayant de faire quelque chose pour l'Ukraine, ce n'est pas ce qui aide l'Ukraine. On le sait. Oui. C'est une tragédie, à mon avis, pour l'Ukraine. Chaque fois qu'on essaye de les aider ou de leur fournir des armes, ça veut dire qu'ils vont être tués de plus en plus. Ils ne vont pas être sauvés. Ou ils ne vont pas être, vous savez. Non, ils sont pris dans un hachoir à viande. Et les Russes ont un avantage évident, même si la Russie mène une guerre par procuration contre l'OTAN. Et vous savez, les Russes ont tué un certain nombre de membres du personnel de l'OTAN qui se sont rendus en Ukraine pour fournir des conseils
du renseignement et un soutien opérationnel. Mais il y a eu plusieurs frappes, en particulier ces 3 ou 4 dernières semaines, qui ont tué un grand nombre de membres du personnel de l'OTAN. Larry, voici ce qui a été signalé. Un E-3B de l'armée de l'air américaine, l'avion de surveillance AWACS Sentry, tourne au-dessus du nord-est de l'Arabie saoudite depuis plusieurs heures. Nous l'avons appris hier. Et cela signifie que c'est cet avion qui recueille des informations, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est essentiellement un remplacement, pas le meilleur, du radar au sol que les Iraniens ont détruit. Les États-Unis doivent donc maintenant s'appuyer sur ces AWACS au lieu du radar au sol. Et c'est un problème, parce que normalement, le radar au sol leur aurait indiqué tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, notamment les endroits d'où les FMP tirent. C'est donc ce que fait cet AWACS. Il essaie d'identifier les positions de tir des FMP. Il transmettrait ces informations aux Saoudiens, et les Saoudiens les utiliseraient en apparence pour mener des attaques contre ces sites en Irak. Les Yéménites ont de nouveau attaqué l'Arabie saoudite la nuit dernière. C'était en réponse à des drones saoudiens, des drones turcs saoudiens, envoyés au Yémen pour recueillir des informations. Et ils ont de nouveau attaqué l'Arabie saoudite. C'est ça. Et comme aux Unis, les alliés des forces de mobilisation populaire abandonnées. Et cela va élargir la guerre et mettre davantage l'Arabie saoudite dans la ligne de mire. Les Saoudiens, ils ont bombardé, je crois que les FMP ont bombardé un autre site de raffinerie à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Je l'ai comparé à ceci. Disons que vous avez 2 personnes qui se battent. L'une vit dans une maison en verre, c'est l'Arabie saoudite. Les FMP vivent dans une maison en briques. Maintenant, elles s'attaquent l'une l'autre à coups de pierre. Alors, qui aura le plus de chances de casser des fenêtres avec des pierres? Les FMP ou les Saoudiens? Eh bien, clairement les FMP. Les Saoudiens vivent métaphoriquement dans une maison en verre. Et ils ne peuvent pas empêcher les FMP de lancer des pierres et de briser leur maison en verre. Le ministre turc des Affaires étrangères a répondu, Larry. On l'a interrogé sur l'Arabie saoudite et sa position dans le conflit en cours. Il a dit que lorsque nous parlons à l'Arabie saoudite au sujet de l'Iran, elle n'a pas l'intention de dire des choses comme « faisons la guerre à l'Iran »,« détruisons l'Iran »,« faisons ceci ou cela en Iran ». Elle a un avis différent sur cette question. MBS, lors de sa récente conversation avec Trump, a exprimé le point de vue que cette guerre doit s'arrêter le plus vite possible. Hum hum. Et qu'une intervention militaire contre l'Iran n'est en aucun cas une solution, et que cette question doit être réglée par le dialogue et un accord. C'est le même ton que l'on entend également du côté iranien. Ils ont dit que l'Arabie saoudite était en contact avec eux, tenant le même discours que Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, qui venait justement d'évoquer sa compréhension de la position de l'Iran, de l'Arabie saoudite. Mais ce n'est qu'un aspect. De notre côté, on voit le conflit avec le Yémen, avec l'Irak, comme vous l'avez mentionné. Et vous voyez les médias traditionnels, le New York Times par exemple, rapporter que l'Arabie saoudite veut, enfin, qu'elle ne voulait pas de ça. Vous savez, pendant la guerre, ils essayaient de présenter l'Arabie saoudite comme l'un des principaux pays soutenant la guerre. Et quelle est la position de l'Arabie saoudite quand on met ces 2 versions face à face? 2 versions différentes d'ailleurs. L'une dit que l'Arabie saoudite était prête. Donald Trump l'a dit dans sa dernière... Enfin,
dans sa dernière intervention. Il a dit qu'ils avaient tout fait pour nous soutenir. Ils nous ont soutenus. Vous savez, ils étaient prêts, ils nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. Qui nous dit la vérité? Who's telling us the truth? There can be two truths. Eh bien, il peut y avoir deux vérités. Les Saoudiens sont pris dans cette bataille avec Ansar Allah, et pour une raison ou une autre, ils ne veulent pas lâcher prise. Alors Ansar Allah va continuer à riposter contre eux. Mais je pense que la véritable intention de cet accord de la Mecque visait au bout du compte Israël, pas l'Iran, et certainement pas les Houthis. Parce que si c'était le cas, on verrait le Pakistan et la Turquie se manifester, condamner les Houthis avec beaucoup de fermeté, puis déployer des moyens militaires contre eux. Vous savez, il n'y a aucune raison de penser que la Turquie et le Pakistan disposent de plus de puissance militaire qu'un groupe aéronaval américain. Or, le groupe aéronaval américain a déjà essayé de vaincre les Houthis, et il a échoué. Donc s'ils pensent que cela va se dérouler autrement, ils se trompent eux-mêmes. Nous savons que l'Ukraine et les Européens se mobilisent ensemble pour produire des intercepteurs ou des missiles destinés au système de défense aérienne. Voyez-vous Israël participer à cet effort ou solliciter pour faire quelque chose? Eh bien, ils essayent, mais encore une fois, leurs systèmes sont pourris. Ils reçoivent beaucoup de propagande occidentale sur la puissance militaire des Israéliens, mais ce n'est pas le cas. Qui paie aujourd'hui pour les armes que l'Ukraine produit? Nous savons que Donald Trump tire de l'argent de la situation en Ukraine, mais à ma connaissance, il ne paie rien. Oui, non, je veux dire, c'est vrai. Je pense qu'une plus grande partie vient d'Europe. Mais encore une fois, il y a les armes. Vous savez, soi-disant, vous allez fournir davantage de missiles PAC-3. D'où viendraient-ils? Ils n'en ont pas à fournir. C'est comme fournir des licornes. On peut en concevoir l'idée, mais c'est une créature mythologique. Et à ce stade, disposer de stocks suffisants de missiles PAC-3 pour ce système de défense aérienne, le Patriot, c'est tout aussi mythique. It's also mythical.